Zone Europe. Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro, un numéro spécial franco-allemand. C'est une discipline sportive dont les Allemands et les Français raffolent, le catch. Nous recevrons Clément Petiot alias Tristan Archer. Dans notre rubrique culture, nous vous parlerons de Romy Schneider, une actrice allemande aux nombreux succès, de Sissi impératrice à La piscine. Voyager dans l'assiette, le chef pâtissier Christophe Leffel nous redévoilera sa recette de la forêt noire. Mais tout de suite, on s'intéresse au jumelage entre la France et l'Allemagne, une façon de favoriser l'amitié franco-allemande. Zone Europe. De toute son histoire, Rouen n'a jamais eu des relations très faciles avec l'Allemagne. Envahie par les Prussiens lors de la Première Guerre mondiale, la ville normande a subi de lourds dégâts matériels et humains lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais des stigmates du passé est née une amitié toute particulière grâce à un jumelage fort avec la ville d'Hanovre. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Carole Angenot, chargée de la communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer depuis le début, puisque depuis 1966, la ville de Rouen est jumelée à celle d'Hanovre. Comment est née cette collaboration ? En fait, elle a d'abord été initiée par des citoyens de ce qu'on a pu faire comme recherche, parce que nous, en fait, on y reviendra plus tard, mais notre association, les Amis du Jumelage, existe depuis 2006, donc il n'y avait pas de comité citoyen à cette époque-là, mais ce sont des citoyens, notamment des postiers, qui se sont mis en relation avec, avec leur ville, la ville de Hanovre, et c'est comme ça que les liens se sont faits. Ça s'est développé avec d'autres, si j'ose dire, d'autres corporations, et puis leur ont enjoint les établissements d'enseignement type collège, lycée, qui ont commencé à envoyer des cohortes d'élèves, donc bien avant que le jumelage soit officiellement signé entre les deux villes. Et pour les 20 ans, en 1986, on assiste à l'un des tournants du jumelage, puisque la ville d'Hanovre va fêter cet anniversaire, la ville de Rouen va fêter cet anniversaire à Hanovre. Qu'est-ce que cela symbolisait ? Écoutez, ça symbolisait une amitié déjà forte et indéfectible au travers des années, parce que après, je vous dis, ça c'est aussi cette relation s'est aussi exprimée au travers d'associations sportives, basketball, handball. Également les groupes de cyclistes qui ont fait des échanges. Donc voilà, c'était un moyen d'exprimer une réconciliation et qu'on avait envie des deux côtés du Rhin de continuer dans cette amitié franco-allemande pour la paix en Europe. Voilà, c'était ça aussi l'objectif. Et en 2006, pour le 40e anniversaire du jumelage, un comité Rouen-Hanovre est créé. Oui. Quel est son rôle ? Alors notre rôle est multiple, nous sommes sollicités. Alors déjà nous avons évidemment des adhérents qui sont des citoyens, des structures associatives ou des collectivités territoriales, comme des mairies, mais pas seulement la mairie de Rouen, parfois aussi d'autres villes de ex-Haute-Normandie ou de Seine-Maritime plus précisément. Et donc nos missions, c'est en fait de mettre en relation les citoyens de Rouen et de Hanovre, au travers de multiples projets, que ce soit des projets d'ordre sportif, culturel, voire économique. Donc ça embrasse vraiment toutes les sphères d'activité possibles. Et dernier grand fait historique, c'est en novembre 2016, où dans le cadre de la célébration des 50 ans du jumelage, la place des Faïencés a pris le nom de place Hanovre. Ça reste un symbole fort. Oui, en fait c'était une volonté des dirigeants à la fois de la MJC, et je salue ici Philippe Fernet qui est l'ancien directeur de la MJC Rouen-Rive-Gauche, qui a beaucoup appuyé cette démarche, et puis des présidents des Amis du Jumelage Rouen-Hanovre passés, à savoir Bernard Deladerrière et Françoise Pasquis-Dumont. Et évidemment, nous
nous avons continué le travail. J'ai repris la présidence en 2012. Maintenant, je ne suis plus présidente, j'ai d'autres fonctions. J'ai passé la main au sein du conseil d'administration. Mais voilà, c'était vraiment aussi un symbole fort. Ça n'a pas été facile, hein, ne serait-ce que pour des questions... alors en fait, même pas des questions, je dirais, politiques, des questions tout à fait logistiques. Comment va-t-on faire pour changer la place avec des administrations qui se trouvaient sur cette place des faïenciers? Ça voulait dire changer les en-têtes, des courriers officiels, etc. Enfin voilà, c'est le genre d'obstacle très pratico-pratique auquel nous nous sommes trouvés confrontés. Plusieurs d'autres choses ont été mises en place avec ce jumelage, dont l'instauration d'un Stammtisch. Qu'est-ce que c'est? Alors, littéralement, hein, c'est une table d'hôte. À savoir, en Allemagne, les gens ont l'habitude de se retrouver dans les cafés, alors plus trop en ce moment, hein, à une table qui leur est désignée. Alors, c'est soit un groupe d'amis, tout simplement, ou un groupe d'une association qui se retrouve par exemple, nous, c'est tous les mercredis de 18 à 20h à peu près, au café de l'époque, rue Armand Carrel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une table dédiée. On discute de tout et de rien. Là, en fait, on discute en français, en allemand. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a des étudiants. Il y a des assistants d'allemand qui se trouvent à Rouen ou dans les environs qui participent. Parfois aussi des étudiants étrangers d'une autre nationalité, que ce soit argentin, espagnol ou que sais-je, qui viennent pour pouvoir discuter en allemand. Voilà. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a d'autres applications de ce jumelage, aussi bien dans le sportif que dans l'économique. Quelles sont-elles? Alors, l'économique, par exemple, la chambre de métier et de l'artisanat de Seine-Maritime est jumelée avec la ville de Hanovre avec la chambre de métier de Hanovre depuis de nombreuses années. Et donc, il y a eu des échanges qui ont été faits en termes de compétences, de stratégies, mais aussi d'apprentis, que ce soit dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, ou dans le domaine de la couverture aussi. Des couvreurs ont reçu de Rouen ou des environs, ont reçu des couvreurs, de jeunes apprentis couvreurs de Hanovre. Et par exemple, lors de l'exposition universelle de 2000, donc une délégation de la Chambre de métier ainsi que de la Chambre de commerce et industrie. Donc ces deux délégations sont parties à Hanovre pour visiter le site. Et dans le domaine sportif? Dans le domaine sportif, alors nous avons les avéronistes qui sont très actifs, qui organisent. Ça y est, d'un seul coup, je suis désolée, j'ai le défi en scène. Voilà, ça y est, ouf, heureusement, ça me revient. Défi en scène, qui a lieu tous les ans à peu près au mois d'octobre, novembre, et qui est une course sur la Seine et qui regroupe plusieurs équipages, dont des équipages voire 3 équipages de Hanovre. Voilà, mais il y a aussi des échanges, je vous ai dit tout à l'heure, de cyclistes. Et puis nous avons eu aussi une fois, c'est pas un championnat, mais une course de Dragon Boat, où il y avait également des personnes de Hanovre qui étaient présentes. Et au sein de l'université même, ce jumelage a un impact puisqu'il y a des échanges et des travaux qui ont lieu en commun. Oui, il y a des échanges. Alors, ils sont plus ou moins actifs selon les facultés, mais il y a eu des échanges évidemment en germanistique. Il y a eu aussi dans le domaine de la médecine, donc là c'est moins actif, mais il y en a eu aussi. Et puis il ne faut pas oublier tous les autres établissements d'enseignement supérieur, que ce soit les CIGELEC, le CESI, Néoma, les SADAR, l'ENSA, l'école d'architecture, je ne vais pas tous les citer là parce qu'il y en a quand même plus de 10 qui ont des échanges plus ou moins réguliers avec leurs homologues de Hanovre. De nouveaux projets sont prévus avec la ville d'Hanovre ? Alors, en ce qui concerne notre association, oui, il y a toujours des projets.
Mais malheureusement, la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt à ces projets. Nous recevons une année sur 2 nos amis de Hanovre, donc des citoyens lambda, et puis vice-versa, nous partons en Allemagne, Quand ça ? à Hanovre. Alors normalement, c'est toujours au mois d'avril. Pendant les vacances d'avril, avant c'était pas le cas, mais en fait on a changé pour permettre en fait à tous les citoyens et notamment aux enfants ou lycéens etc. de participer à ces échanges. Bien, merci beaucoup Carole Angenot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de la communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre. Sissi Impératrice, La Piscine, Max et les Ferrailleurs, autant de films dans lesquels Romy Schneider a joué. Romy Schneider, c'est une actrice allemande naturalisée française. Thomas Fleischer et Matt Finance nous en disent plus. Zone Europe. Romy Schneider est née en 1938 à Vienne. Elle est issue d'une famille d'artistes, aussi bien du côté maternel que paternel. Bien que voulant au début être décoratrice ou illustratrice, elle rêve de devenir actrice. En 1953, grâce à sa mère Magda, qui joue dans le film, elle tourne son premier long métrage, Les Lilas Blancs, elle a 15 ans. Mais bien évidemment, ce sont les Sissi, dont le premier date de 1955, qui vont rester dans les mémoires. Et elle n'en aura pas un grand souvenir, paraît-il. Non, car elle ne comprend pas pourquoi on veut donner une suite au premier film, et elle en a déjà un peu marre de l'image idéalisée que les films véhiculent. N'empêche, les films cartonnent, et en 1958, on l'appelle en France pour tourner Christine, et comme elle a la possibilité de choisir son partenaire, elle choisit le jeune premier qui est alors Alain Delon. Leur relation ne se limitera pas à ce film, non ? Effectivement, puisqu'en 1959, ils se fiancent et vivront une relation jusqu'en 1963 quand Delon la quittera. Durant cette période, elle tournera quelques films, mais moins que Delon qui lui explose. Néanmoins, Hollywood va la demander et elle se verra proposer un contrat chez la Columbia. Mais malgré des succès comme Le Cardinal de Preminger, elle va faire annuler son contrat et revient en France où elle tourne là aussi quelques films, L'Enfer de Clouseau par exemple. Et l'Allemagne dans tout ça ? Alors l'Allemagne, elle va y retourner et même se marier avec un acteur et metteur en scène allemand, Harry Mayen. Après la naissance de leur fils David, elle prend du recul et reste à la maison à Berlin pour s'occuper de sa vie de famille. Sa carrière va redémarrer en France grâce à Delon, comme par hasard, qui suggère à Jacques Deray de l'engager sur le tournage de La Piscine à Ramatuelle. À partir de là, elle va entamer une vraie carrière française avec des succès comme Les Choses de la Vie, Le Train, Max et les Ferrailleurs, L'Important c'est d'aimer, César et Rosalie, Le Vieux Fusil, Garde à vue, etc., etc. Elle remportera même 2 Césars. En parallèle de sa carrière, c'est une vie tourmentée également, non ? Oui, tout à fait. Alors, il y a divers déboires sentimentaux, des soucis de santé, le suicide de son premier mari, Harry Mayen, la naissance difficile de sa fille Sarah, la mort malheureusement plus que tragique de son fils David et sa propre mort en 82 à seulement 43 ans. Les prénoms de ses enfants ne sont pas anodins, David et Sarah, n'est-ce pas ? Non, du tout. Et c'est dans l'amitié franco-allemande que représente Romy Schneider le renvoi à ce qu'a vécu sa génération, et elle en particulier. Elle dira quand même un jour, je crois que ma mère avait une relation avec Hitler. C'est-à-dire que la famille d'artistes dans laquelle elle est née avait de sérieuses accointances, voire des accointances sérieuses avec le régime nazi. En 1938, par exemple, quelques mois après sa naissance, la famille quitte Vienne et vient s'installer non loin du nid d'aigle d'Hitler. Martin Bormann, une des têtes pensantes du parti nazi, est un ami de la famille. Magda Schneider, donc la mère de Romy, a par exemple été exemptée d'impôts par le ministère de la propagande nazie, et les enfants Bormann joueront avec la petite Romy. Entre autres choses, question rapprochement des parents de Romy avec Hitler et le régime. Et le regard de Romy Schneider là-dessus ? Alors pour elle, ça sera surtout une volonté de s'affranchir de ce passé un tantinet lourd, justement. Des prénoms hébraïques pour ses enfants. Pour mémoire, Harry Mayen, son premier mari, était juif, même si on imagine bien qu'elle ne l'a pas épousé juste pour cette raison. Il y a son rôle dans La Passante du Sans Souci ou Le Vieux Fusil, qui illustre aussi cette volonté. Et elle sera enterrée avec une étoile de David autour du cou, ce qui est plutôt symbolique. Une conclusion, une anecdote ? Premièrement, Romy Schneider était, c'est juste une évidence, une très grande et très belle actrice. Près de 40 ans après sa mort, on parle toujours d'elle et ses rôles ont marqué l'imaginaire des spectateurs ou marqueront ceux qui ne connaissent pas encore sa filmo. Ensuite, à l'instar de certains autres, elle a incarné à la fois ce rapprochement franco-allemand comme une synthèse artistique de ce qu'Adenauer et De Gaulle ont réalisé en politique à la même époque, tout en devant supporter ce que cette génération d'Allemands nés juste avant la guerre ont dû affronter vis-à-vis de leur passé, qu'il soit national ou très personnel.
Romy Schneider, c'est un genre de destin à la Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de dire Schneider ou Monroe quand Romy ou Marilyn suffisent? Pour l'anecdote, eh bien, on a un film qui aurait dû être tourné, intitulé L'un contre l'autre, qui aurait dû réunir encore une fois Alain Delon et Romy Schneider. Bien évidemment, le projet a été abandonné au décès de Romy Schneider. On va parler de sport à présent, ou plutôt de spectacle. Le catcheur Clément Petiot, alias Tristan Archer, est l'invité de Jesse Willens. Zone Europe sur Sensation. L'amitié franco-allemande, les relations franco-allemandes sous un angle inattendu, vous allez le voir. 35 ans, 1m80, 95 kg, je reçois le catcheur français Tristan Archer. Bonjour. Bonjour. Alors avant de s'intéresser à vous et à votre parcours, je voudrais que nous évoquions ensemble le catch européen. Quelle place l'Allemagne donne-t-elle au catch ? Une très grosse place en Allemagne au niveau du catch. C'est le deuxième plus gros pays de catch en Europe, après l'Angleterre. Il y a un très gros marché actuellement en Allemagne pour le catch. Et par rapport à la France, comment le catch est-il perçu en Allemagne ? Est-ce que ce sont des shows plus impressionnants ? Est-ce que le public est encore plus fan ? Alors, il y a beaucoup de fans français qui se déplacent en Allemagne, qui ont des places réservées à l'année sur des shows de la WXW, fédération dans laquelle je travaille, qui vend peut-être, je crois, les places au premier rang dans les 160 ou 200 euros. Et ils ont leur place à l'année, donc je vous laisse imaginer un petit peu l'engouement des fans français pour le produit allemand. Et vous catchez régulièrement en Allemagne. Comment un catcheur français comme vous est-il perçu ? On me prend pour mes qualités. Au début, ça n'a pas été forcément évident parce que je ne correspond pas forcément aux critères allemands de par ma façon de catcher. Ils ont une façon de catcher qui est un petit peu particulière. Moi, j'ai appris à l'étranger, au Canada. Donc, il y a un petit style, petit clash de style. Mais au final, en voyant mes performances et en voyant ma façon, mon interaction avec les gens et la sympathie que j'arrive à avoir auprès des fans allemands, ça se passe plutôt bien. Alors justement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des codes différents dans les différentes prises, dans la façon de faire le catch d'un pays à un autre ou pas ? Ça dépend des pays. En Allemagne, non. C'est juste une construction de match qui est un petit peu différente. À chaque fois qu'on fait un match de catch, on essaie de raconter une histoire, de travailler autour de quelque chose. Par exemple, je vais essayer de travailler autour du bras de la personne parce que je sais que sa prise de fin, sa finition, il doit se servir de son bras. Donc c'est des choses comme ça qui diffèrent un peu entre la France et l'Allemagne. Après, on travaille tous du même côté, on travaille tous sur la partie gauche. À chaque fois qu'on va aller travailler ou attaquer le membre de l'adversaire, ça va être soit le bras gauche, soit la jambe gauche. Le seul pays qui est un petit peu différent, c'est le Mexique, et ils font ça du côté droit. Et comment est-ce qu'un catcheur comme vous arrive à se démarquer en Allemagne ? Comment sont vos adversaires allemands ? Alors mes adversaires allemands, ils sont un petit peu plus bruts de décoffrage, on va dire. On va dire que esthétiquement, ils sont pas très esthétiques. Voilà, ils sont très nature en fait. Ils vont à la salle, mais ils font pas spécialement attention à ce qu'ils mangent. Du coup, ils ont un physique, une carcasse en fait, sans être trop dessiné, alors que moi, à l'opposé, je vais à la salle, je fais attention à ce que je mange, du coup j'ai un physique qui est plus dessiné, du coup je suis aussi un petit peu plus vif parce que j'ai moins de gras entre guillemets. C'est ce qui fait la différence dans mon style par rapport au leur. Et quelles sont les têtes d'affiche justement du catch allemand et quels sont leurs points forts ? Alors leur point fort, c'est qu'ils, pour la fédération, je ne vais pas parler des catcheurs, mais pour leur fédération, c'est qu'ils ont des structures incroyables, des écrans géants, feux d'artifice. Ils ont vraiment quelque chose qui est très structuré, légal, enregistré. C'est une société, du coup ça leur permet de se produire dans beaucoup d'endroits. Ils sont aussi diffusés sur le WWE Network, ce qui est l'équivalent du Netflix du catch. Donc ils ont réellement une énorme exposition. Et pour leur catcheur, il y a Bobby Guns qui est actuellement champion. Il y a Lucky Kid qui actuellement travaille aussi à NXT UK. Ils ont beaucoup de catcheurs qui travaillent actuellement à la WWE à NXT UK, ce qui est l'équivalent de, je sais pas comment vous dire ça, mais une sorte de Ligue 2 de la WWE, mais en Europe, qui s'est implantée en Europe. Donc ils ont beaucoup de leurs catcheurs qui travaillent là-bas. Isla Dragunov, Walter, entre autres.
Donc vraiment un gros produit de Il y a catch. pas mal de têtes d'affiche aussi. Et justement, en Europe, quels sont les pays où le catch est développé? L'Allemagne, l'Angleterre, et je crois qu'on a fait le tour. En France, c'est le problème de la France, c'est qu'on n'a pas encore cette reconnaissance en tant que sport, puisqu'on n'est ni reconnu par le ministère des Sports, ni reconnu par le ministère de la Culture. Donc on n'est ni sportif, ni intermittent du spectacle. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir cette reconnaissance auprès du public, puisque même nous, on n'a pas de reconnaissance auprès de la législation. Donc on essaie de faire ça au mieux. Et puis voilà, quoi. Et est-ce que le catch, d'une certaine manière, c'est un sport qui permet de rapprocher les Européens autour d'une passion commune? Ah oui, clairement. Bah, c'est un petit peu comme tous les sports, hein. Il y a plus cette barrière de la langue. Au final, on vient pour admirer un sportif ou un spectacle ou peu importe. Et du coup, on fait tomber ces barrières. On se dit pas, ah non, mais je vais pas applaudir parce que les Français sont en train d'applaudir aussi. Non, non, ils sont tous ensemble. Il y a une vraie communion. À moindre échelle, puisque c'est pas comme un stade de foot, hein. On va pas monter jusqu'à 10 000 personnes, mais 1000, 1500 personnes de toute origine qui scandent le prénom d'un catcheur ou qui chantent l'entrée d'un catcheur. C'est toujours impressionnant à voir. Alors justement, vous, vos fans ne sont pas seulement français, vous avez aussi des fans belges, allemands, anglais aussi? Ouais. Vous avez, en résumé, comment est-ce que vous trouvez le public allemand et comment trouvez-vous leurs qualités et leurs défauts? Alors, le public allemand est un public au début plutôt froid. Ils mettent un petit peu de temps à vous apprécier, parce qu'ils créent des chants, ils se mettent à parler français alors qu'ils ne parlent pas à les chanter pendant, mais c'est quand même assez impressionnant. Et les catcheurs allemands, leur qualité, c'est ça? C'était ça la question, leur rudesse en fait, ils sont costauds. C'est-à-dire qu'on peut vraiment y aller, je sais pas comment vous expliquer, avec une certaine retenue, parce qu'on n'essaye pas de mettre KO notre adversaire. Si on le met KO, faut être déçu, il n'y a pas cette histoire, on n'arrive pas à créer de tension ou d'émotion chez les gens. Du coup, à chaque fois qu'on met un coup, les Allemands ont cette particularité d'être costauds, comme je vous ai dit, de manger bien comme il faut et d'être quand même et donc du coup on peut y aller un peu plus, et les coups percutants, c'est vraiment une grosse qualité pour moi, parce que j'estime que ce côté sportif doit vraiment être mieux. Et on va apprendre à vous. À quoi ressemble votre quotidien? Je me lève, je petit déjeune comme tout le monde, je vais au travail. Quand je reviens du travail, je vais à la salle de musculation. Quand je reviens de la salle de musculation, je me lave encore une fois. Je me peu importe, je les copie quand j'en ai. Et puis la semaine, c'est comme ça. Je prends la route et je prépare ma semaine. Voilà, c'est une semaine avec très peu de sommeil et très peu de repos. Et qu'est-ce qui vous a amené au catch? Alors, j'étais petit. Je devais avoir 5-6 ans. C'était un samedi matin, je me suis levé de ma chambre, le premier, il y avait que mon père qui était réveillé, et il regardait du catch à la télévision, et il y avait un catcheur très célèbre, The Undertaker, qui a pris sa retraite là dernièrement, 30 ans de service, et en fait son entrée m'a juste bluffé. J'avais 6 ans, j'étais super impressionnable, donc j'ai été super impressionné. L'écran s'est éteint, on a entendu des gongs, musique mortuaire, il est rentré avec des lumières violettes sur lui, les yeux révulsés. Je suis resté assis et j'ai admiré et j'ai aimé depuis ce jour-là, quoi. Undertaker, c'était aussi mon personnage préféré. On vous surnomme Tristan Archer, la French Revolution. Ça sort d'où, ça, exactement? En fait, quand j'ai catché aux États-Unis, mon premier passage aux États-Unis, mon premier show, j'étais avec des gens très connus et des gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui avaient vu déjà pas mal de catcheurs venir de France ou qui étaient déjà venus travailler en Europe et donc en France. Et ils m'ont dit, on n'a jamais vu un catcheur français avec un tel niveau. C'était une sorte de révolution. Et du coup, je suis parti de là pour récupérer The French Revolution. Et quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut avoir pour être catcheur? Alors déjà, il faut avoir une bonne condition physique, ça, clairement, c'est indispensable, mais il faut aussi avoir une bonne mémoire et une bonne logique. Une bonne mémoire parce que, comme c'est sous-entendu, mais... c'est très codifié le catch et c'est des codes à respecter, énormément de codes à respecter. Donc si on n'a pas une bonne mémoire et qu'on commence à faire les mouvements de travers, en fait la personne ne peut pas nous lire et donc ça crée des quiproquos et forcément des blessures. Et puis une logique, c'est comment réussir à faire sa performance sportive
tout en arrivant à avoir des interactions avec les gens, ce qui est super compliqué. Quand on fait un sprint, quand on fait un 100 mètres. Et ça reste toujours du partage aussi avec le public finalement. Merci beaucoup Tristan Archer d'avoir été avec nous sur Sensation pour nous parler notamment de votre lien avec l'Allemagne où on espère vous revoir très prochainement pour de nouveaux shows. Pas besoin de passeport ni de valise pour voyager, c'est à un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent. Le chef pâtissier Christophe Lefeul nous fait découvrir un gâteau allemand, la Forêt Noire. Zone Europe Voyage. Bonjour, moi c'est Christophe Lefeul, chef pâtissier du restaurant Le Pont de Bran en Suisse de Macaron Michelin, chef pâtissier de l'année 2021 avec le Goemio. Alors aujourd'hui, on va parler d'un dessert qui me tient à cœur, c'est la Forêt Noire. C'est un dessert typiquement allemand et c'est un dessert où on a vraiment une recette qui est assez facile parce qu'on a en fait juste un biscuit, une crème et du chocolat. Donc en fait c'est vraiment un biscuit très typique de là-bas. On va dire que son histoire, ça vient. Moi, j'aime bien cette histoire du fait que, en fait, dans la Forêt Noire, le costume traditionnel en fait est blanc, noir et rouge. Et du coup, en fait, on retrouve en fait toutes ces couleurs dans le gâteau, avec justement la génoise qui est noire, le chocolat qui est noir, la chantilly qui est blanche et les cerises confites qui sont rouges. Donc en fait, dans ce gâteau-là, on a une génoise qui est à base d'œufs, à base de sucre, de farine, à base de cacao qu'on va cuire. On va en faire des tranches et en fait à l'intérieur on va mettre une chantilly aux kirsch et cette chantilly aux kirsch après on va aussi peut-être rajouter des cerises confites aux kirsch à l'intérieur et au fait sur le dessus on va rajouter des copeaux de chocolat qui vont en fait représenter cette forêt noire avec plein d'éclats de chocolat et dessus on aura des petites rosaces de chantilly avec des cerises pareil aux kirsch comme décoration sur le dessus. Donc c'est vraiment un gros classique. Moi j'adore ce gâteau, c'est super bon. Voilà. Les expressions populaires, coûter cher, les Français disent coûter un bras. Que disent les Allemands? Écoutez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit ein Vermögen kosten, ce qui signifie coûter une fortune. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles et au Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et sur TV78, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.